Chers membres des médias, merci pour votre présence. Chers amis qui nous suivez à travers les divers canaux de communication, je voudrais au nom du président Laurent Gbagbo, président du CSP et l'ensemble de toute la direction du parti, vous dire merci d'être là. Merci d'élargir les échos, nos échos au-delà de ces murs et au-delà même de la famille du PPACI. Merci pour ce que vous faites pour enrichir, pour soutenir le débat démocratique en Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le maître de cérémonie, nous avons, c'est notre rendez-vous habituel. Tous les 15 jours, chaque quinzaine, nous nous retrouvons ici pour parler des questions de la Côte d'Ivoire, des questions qui concernent les Ivoiriens. Et plus que jamais, après notre convention et la désignation de notre candidat, cet exercice s'impose de plus en plus parce qu'il faut que nous clarifions notre offre politique et que nous leur donnons les contours qu'il faut pour que les Ivoiriens sachent pourquoi nous pensons avoir le meilleur profil en termes de candidats et la meilleure offre politique en termes de programme de gouvernement et de programmes de société, de projets de société. Aujourd'hui, nous allons aborder deux questions qui sont intimement liées. La question de la crise énergétique et puis la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, mais sur un aspect sur lequel on ne travaille pas souvent là-dessus, c'est la question de la météorologie. Tout à l'heure, quand nous allons venir, nous allons expliquer ce qu'est la météorologie. Mais bien avant, pour respect conforme à ce que nous faisons d'habitude, il faut que nous disions rapidement, en une première rubrique, ce que nous avons fait, notre parti a fait pendant les 15 jours qui se sont écoulés depuis nos dernières conférences. C'est ce que nous appelons la rubrique classique, que nous appelons le PPACI en mouvement. Alors, sans l'avoir officiellement annoncé, notre parti a mis quand même à ralentir ses activités pendant ces 15 jours pour observer la mémoire du feu du président Henri Konan Bédié qui va être conduit à sa dernière demeure le samedi. Et donc, nous voudrons encore une fois, ici, au nom du président du parti, du président Laurent Gbagbo, président du parti, de l'ensemble de la direction du parti et des militantes et militants, présenter nos condoléances, une fois encore, à la famille biologique, à son épouse, Mme Henri Konan Bédié, à ses enfants, à la grande famille Bédié, que ce soit Pepesou, Daoukro, et ainsi de suite, et à son parti politique qu'il a laissé, le PDC-RDA, et à la nation. Dès l'ouverture des condoléances, son excellence le président Laurent Gbagbo, à la tête d'une forte délégation du parti, et son épouse se sont rendus le 19 mai 2024 au domicile des Bédié pour leur exprimer une fois encore toute la compassion. Le mercredi 22 mai, une délégation du PPACI également, conduite par le vice-président Laurent Outreau, s'est rendue à la cathédrale pour participer à la veillée funèbre qui a été organisée en mémoire donc du défunt. Et le jeudi 23 mai, c'était autour de la main des suffrages. Alors, les gens disent, comme les Ivoiriens disent, c'est la première fois qu'ils entendent le mot main des suffrages. C'est le vrai nom, c'est le nom scientifique, c'est pas parce que c'est Bédié, mais c'est le nom qu'il faut. C'est une main de suffrage, en mémoire du président Henri Konan Bédié, et le PPACI était également représenté. Le jeudi 24, son excellence du président Laurent Gbagbo s'est rendu au palais présidentiel à la tête avec son épouse et une délégation du PPACI pour participer à la cérémonie d'hommage que la nation rendait à l'ancien président de la République.
dans le même cadre, les 15 et 16 mai dernier, 2 émissions RFI, Radio France Inter, nous a invité notre parti à participer à 2 émissions. Une qui était liée à la réconciliation nationale et dont notre représentant était le secrétaire général du parti, TID Jean Gervais. C'était le mercredi 15 et le jeudi 16, nous étions moi-même, je représentais le parti, le serviteur, au palais de la culture pour débattre également de la vie politique du président Henri Konan Bédié. Je voudrais vous informer que l'école de notre parti, l'école du parti a lancé son programme de formation. Depuis 2 samedis déjà, ils ont lancé ce programme le samedi 18 mai à Yopougon et le 25 mai dernier, c'est-à-dire donc le samedi dernier, ils étaient dans la fédération d'Abobo et d'Anyama. En fait, ça consiste à former, c'est une particularité de notre parti. Je pense que c'est l'un des rares partis qui forment directement ces cadres et ces militants. Il s'agit de les former pour qu'ils comprennent exactement nos militants, nos cadres comprennent les enjeux politiques dans lesquels nous faisons face. Donc, nous étions le 25 à Abobo et à Nyama, l'école du parti. Les 8 et 16 juin, la direction du parti se déploie sur le terrain. Des délégations vont envoyer en mission sur le terrain pour aller informer officiellement nos candidats, nos militants, de la candidature de son excellence le président Laurent Gbagbo et à tous les contours que cela comporte. Donc le parti se met en mouvement et cela participe donc de la mobilisation de notre parti pour les élections ou du moins pour les échéances futures. Voici un peu ce que nous voulons dire en ce qui concerne donc cette première partie relative aux activités de notre parti. Le second point, c'était l'entrée en matière. Nous allons aborder les questions essentielles. Mais avant, je voudrais faire une précision. À la suite de nos sorties le 16, oui, c'était le jeudi 16, le lendemain, on va leur concéder le titre de journaliste. Se sont mis à nous insulter, on est des menteurs, on ment, ainsi de suite, parce qu'on aurait donné des chiffres qui ne sont pas ceux donnés par le ministère. Je voudrais dire ici, au PPACI, nous ne donnons pas les chiffres du ministère. Nous ne donnons pas les chiffres du ministère. Nous donnons les chiffres de la réalité de la Côte d'Ivoire. C'est différent. Les statistiques officielles n'engagent que l'État. Nous avons pris la décision de réformer le système de santé. Ça fait partie des 10 piliers de l'engagement du président Laurent Gbagbo. Dans ce contexte, nous ne pouvons pas nous fier tout simplement à ce que le ministère nous dit. Parce que si nous nous fions à ce que le ministère nous dit, alors nous retrouverons à un moment donné, on arrive, toutes nos données sur lesquelles nous avons travaillé sont fausses. Moi, j'ai commencé à me méfier des statistiques de ce pays le jour où on nous a dit, quand on faisait l'émission, on préparait une tribune, et on nous avait dit que la Côte d'Ivoire devait être autosuffisante en riz en 2016. Et que en 2014, on produisait déjà 80% de riz. Donc, on cherchait 20%. Nous, on est bien curieux, parce que quand nous faisons, on met beaucoup de sérieux, les cadres du parti qui préparent ces élections mettent beaucoup de sérieux pour ne pas justement que nous ratons la cible et que nous donnons des informations qui ne sont pas justes. Donc, ils prennent du sérieux. Alors, je leur ai demandé, allez-y faire le recoupement à la douane pour voir si ce qu'eux ils disent là, ça conforme ce que les douaniers disent. Parce que si vous dites que vous produisez déjà 80% de riz pour la consommation et que 20%, au moins à la limite, c'est les 20% qu'on trouvera au cordon douanier.
chers amis, quand nous allons aller consulter les données de la douane, bon, c'était carrément l'inverse. C'est-à-dire, sur la consommation totale de riz en Côte d'Ivoire, 80% venait de l'extérieur. Donc, les statistiques officielles avaient tout simplement changé lors de présentation des données. Vous convenez que si un parti dit je vais prendre le poids pour corriger la Côte d'Ivoire et que vous fiez sur ces statistiques pour dire non, la Côte d'Ivoire produit déjà 80% de riz, bah, vous allez arriver, vous allez vous rendre compte que dans la réalité, il ne produit qu'à peine 30%. Donc on ne peut pas défier là-dessus. En ce qui concerne le ministère de la Santé, certainement dans leur chiffre, les 5200 dont ils parlent. Mais nous parlons des médecins qui sont effectivement dans les structures publiques et qui sont censés s'occuper de la santé publique des Ivoiriens. Nous ne parlons pas des chiffres au hasard. Et le problème avec le gouvernement, c'est que nous ne sommes pas des ennemis, on est des adversaires politiques. Quand nous donnons des informations, au lieu de vous rier dans les brancards, après, mais comment vous avez eu ça? On va vous dire, peut-être qu'il y a des éléments dans votre département ministériel donc, que vous ne saviez pas. Ça va vous aider à corriger cela. Parce que dans le corps médical, il y a des personnes qui sont encore dans les fichiers de l'État, mais qui travaillent dans les privés il y a longtemps. Parce que les procédures de dégagement d'un fonctionnaire du cadre de l'administration sont longues. Vous comptez sur ces médecins, mais ils sont déjà dans le privé. Et quand je ne peux pas passer devant le conseil de discipline, vous ne les avez pas encore radiés, ainsi de suite, vous les avez dans votre fichier. Et vous comptez là-dessus, mais ils ne sont plus vos médecins, c'est fini. Il y a des gens qui sont au Canada. Ils sont partis il y a longtemps. Ils sont dans vos fichiers. Il y en a même qui sont dans d'autres administrations qui n'ont rien à voir avec, comment on appelle, la médecine. Ils sont dans vos fichiers. Mais nous, au PPACI, quand nous prenons ces chiffres, nous prenons des chiffres effectifs et je n'en dirai pas plus. Mais, de grâce, on ne vient pas ici pour dire des chiffres au hasard. On ne vient pas ici pour dire des chiffres au hasard. Ceci dit, le premier sujet, c'est quelle solution pour la crise énergétique en Côte d'Ivoire? Oui, nous sommes en crise énergétique, on ne va pas nous le dire, mais nous sommes dans une situation de crise énergétique qui est marquée par deux choses. La perturbation au niveau de l'approvisionnement de l'électricité et l'enchérissement du coût de l'électricité. Voici les deux facteurs. Ces temps-ci, l'on relève une certaine des coupures, on va rester dans le cadre des coupures d'électricité de façon introspective, qui affectent même le secteur de production, qui affecte le secteur de production, et au point où la Confédération des grandes entreprises a dû demander, les industriels a demandé, bon, donnez-nous au moins une grille de délestage pour qu'on sache à quel moment vous allez couper le courant. Parce qu'il y en a qui se plaignent, ils disent que c'est à 10 minutes de la rupture qu'on les informe pour dire bon, on va couper le courant. Mais comment ils se réorganisent? Comment ils se réorganisent? Donc, la question de délestage est un problème réel. C'est un problème réel. Et la CEI essaie de justifier en disant non, il y a c'est des petits pas, c'est plus structurel. Ah bon? C'est quoi? Ah oui, mais c'est les deux qui nous fatiguent. Donc, si je me trompe, je dis imprenez-le dans l'autre. Voilà. La CIE. Voilà. La CIE essaie de se défendre, mais la situation est réelle. Nous sommes en train de vivre une expérience donc, de perturbation de fourniture d'électricité. Mais ces perturbations sont structurelles parce qu'elles sont liées même à la nature, à la qualité des infrastructures de production d'électricité. Aujourd'hui, c'est ça qui est le problème. Donc, c'est des questions d'ordre technique, donc structurelles, ce n'est pas occasionnel, c'est quand même quelque chose qui relève de toute la politique de l'énergie qui est mise en place par le gouvernement actuel.
À titre d'exemple, la centrale Azito, alors, pour que vous compreniez, il faut que vous reveniez, on comprenne le système. Jusqu'en 1989-90, il y avait une société d'État qui gérait toute l'électricité. C'était Énergie électrique du Côte d'Ivoire, EECI, qui faisait à la fois la production, qui faisait le transport et qui faisait la distribution. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, mais c'était notre société d'électricité. Dans les années 90, sur la poussée des ultralibéralistes, on a décidé donc de privatiser ce secteur. Donc finalement, l'ECI va être éclaté en plusieurs démembrements. Vous avez d'un côté donc le secteur qui est chargé de la production et un secteur qui est chargé de la distribution. Et une concession a été faite dans les conditions que tout le monde sait. Et d'ailleurs, ça a été déjà le premier clash entre l'actuel chef de l'État et le président Bédié, qui était président de l'Assemblée nationale, parce que l'opacité autour de la privatisation avait commencé à animer beaucoup d'interrogations au niveau de l'Assemblée nationale. Dans tous les cas de figure, nous sommes arrivés donc à une situation où il y a la CEI, la CIE, je vais finir par y arriver. La CIE a réussi donc une concession dans laquelle elle se charge donc de la distribution et elle prend également un certain nombre d'actifs dont elle a hérité dans le cadre de la convention. Donc vous verrez qu'elle gère à la fois certains actifs, certains instruments de production, mais elle gère l'intégralité, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, l'intégralité de la distribution. Donc, une sorte de monopole de la distribution. Il était bon qu'on puisse comprendre ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux acteurs majeurs. D'un côté l'État et de l'autre côté les structures privées qui gèrent l'électricité. La structure privée, publique, c'est bien le ministère des Mines et de l'Énergie, et à travers la Direction générale de l'électricité, de l'énergie, c'est elle qui a en charge de conduire la politique. Et puis vous avez Côte d'Ivoire Énergie, qui est un peu l'ingénieur de l'État, qui gère un peu les questions du suivi des constructions, et ainsi de suite, mais qui gère aussi le barrage de Soubré. Vous voyez un peu la confusion dans les rôles. Elle est censée être, c'est une société d'État qui était censée être accompagnée, l'État donc dans les investissements, mais aujourd'hui, c'est à elle qu'on a confié la gestion du barrage de Soubré. Et vous avez l'autorité de régulation, l'ANARECI, qui est censée charger donc de réguler les rapports, les conflits entre les acteurs. Et dans tout ça, on peut dire l'acteur majeur central, c'est la CIE. C'est la CIE. Depuis 2090, elle a bénéficié de conventions successives et la dernière, elle a été faite dans les derniers, elle a été faite en 2020. On l'a reconnue pour 12 ans la convention. Bon, 2020, vous comprenez que c'était l'année, parce qu'elle était censée avoir fini sa concession. En 2020, elle a été reconduite, mais pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'était l'année du troisième mandat. Ben, il faut donner quelque part pour recevoir, on donne ailleurs pour recevoir quelque part, et donc on a reconduit donc la CIE avec un certain nombre d'avantages. Et pendant ce temps, on leur a dit qu'on avait libéralisé, que maintenant, ils n'ont plus de monopole, que d'autres personnes peuvent intervenir. Toutefois, dans la clause, ils sont bien malins, dans la clause, il y a une clause qu'ils appellent, on pourrait appeler la clause de grand-père. Alors, la clause de grand-père, ce sont les droits acquis. Il dit, ok, vous pouvez libéraliser tout ce que vous voulez, vous pouvez, on ouvre, mais moi, les acquis
que j'ai eu dans le cadre de ma convention, on n'y touche pas. Ça veut dire que quoi? Que si vous venez, quelqu'un vient et dit je veux alimenter la ville de Boaké, je veux être concurrencer la CIE à Boaké, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu construis tes infrastructures de transport. Si tu ne peux pas, tu vas louer les biens, puis c'est moi qui ai la concession. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc du coup, on se retrouve dans une situation où du monopole dans la réalité de libéralisation, c'est plutôt un monopole plutôt confirmé, puisque vous ne pouvez pas, qui est vraiment, même Mère Teresa n'accepterait pas de venir investir dans ces conditions. Puisque lui, alors que la CIE, elle a aujourd'hui tout, c'est-à-dire que c'est elle qui gère tout le système de comment on appelle, de transport, jusqu'au dispatching, ainsi de suite. Vous leur dites non, que si vous voulez investir, alors venez, vous devez, c'est que moi j'ai dit là, vous ne touchez pas. Mais en fait, c'est un monopole qui a été confirmé. C'est un monopole qui a été confirmé. Et c'est donc la CIE qui, elle, collecte tout l'argent et qui maintenant paye les autres, y compris les régulateurs. Donc, vous convenez que celui qui paye, c'est celui qui a l'autorité, en définitive. Et l'État, quant à lui, a fait des concessions à plusieurs acteurs. Vous avez Azito, vous avez Cyprel, vous avez, bon, on ne va pas dire tout leur nom pour ne pas faire la publicité, mais ceux que nous connaissons, il y a Greco, il y a plein d'autres structures, et il y a même des fournisseurs aujourd'hui de l'électricité alternative. Vous avez appris en son temps que quelqu'un voulait investir dans une énergie renouvelable à 100 pétrole. Vous avez appris, c'est entre eux, bon, c'est entre eux là-bas. Finalement, on ne sait pas ce qui est venu, ce souverain n'a jamais pu avoir le jour, on ne sait pas ce qui est venu. Du point que, à tel point qu'aujourd'hui, et c'est ça, quand nous avons arrivé à ce point, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'électricité, notre énergie est contrôlée à pratiquement plus de la moitié, plus de 70% de notre électricité, elle est d'origine thermique. C'est-à-dire que quoi? On a besoin de carburant ou de gaz pour pouvoir donc l'alimenter. Or, ces produits-là ne dépendent pas toujours de nous. Vous les achetez à l'intérieur, donc le coût, votre électricité est soumise donc aux fluctuations du marché international et c'est très difficile dans ces conditions-là de pouvoir parler de stabilité et de sauver, dans les situations difficiles comme celles que nous connaissons, de savoir comment gérer pour sauver l'essentiel pour les populations et les ménages. On a un problème. On n'arrive pas à satisfaire une pointe lorsque la pointe de demande atteint les 1900 MW. On se demande finalement où sont les 3000 MW dont on parle, qu'est-ce qui se passe, et surtout la question qu'on se pose, qui s'est chargé de l'entretien de quoi? Parce que ce n'est pas juste que dans un pays, on se trouve dans une situation où les centrales thermiques, celles qui fournissent l'essentiel de notre énergie, soient en situation de... Est-ce qu'une bonne partie, subitement et au même moment, tombe en panne? Ça veut dire qu'on a un problème d'entretien. Il y a un problème d'entretien. Qui doit entretenir quoi? Et donc, pour régler ces problèmes, le gouvernement n'a pas d'autre solution que de chercher l'argent dans la poche des citoyens. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est de dire, bon, on va établir l'équilibre dans le secteur, c'est le terme qu'ils aiment bien, l'équilibre dans le secteur de l'électricité. Entre-temps, quand vous regardez bien le chiffre d'affaires et le bénéfice de la CIE, elle n'a pas de problème. Hein. Elle, le dernier bénéfice de la CIE, c'est 10 milliards l'année passée. Donc ça veut dire que, même quand on parle des équilibres, eux n'ont pas de problème. C'est les autres qui ont des problèmes. Or, les autres, c'est eux qui produisent. Donc, il y a beaucoup de confusion au niveau de l'électricité, du secteur électrique, qui nécessite à ce niveau-là, que les décisions soient prises. Parce que si, par exemple, Côte d'Ivoire Énergie est capable de gérer le barrage de Soubré, qui est une société d'État,
Pourquoi on ne lui donne pas tout l'actif à gérer? Pourquoi ce démembrement-là? La CI gère aussi une autre centrale, une vieille centrale de 1984 qui a vrai dit, c'est dans l'actif de la CI. Donc, il y a tellement de chevauchements qu'on se demande est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts cachés que les intérêts vraiment liés à l'électricité, c'est-à-dire à la fourniture d'électricité pour toute la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts qui sont derrière cela? Et évidemment, la conséquence de toutes ces perturbations, c'est que c'est nous, les consommateurs, qui prenons le coup. Et donc, nous en arrivons donc à la question de la tarification. C'est vrai que, comparé au taux, au tarif mondial, l'électricité en Côte d'Ivoire est encore dans la limite de la norme mondiale. Dans la norme mondiale. Mais ça, c'était avant l'augmentation. Hein. Bon, avec la nouvelle augmentation, je ne sais pas où ça va nous amener. Dans la sous-région, en tout cas, les pays concurrents, c'est ceux sur lesquels nous sommes en concurrence, c'est-à-dire le Nigeria et le Ghana, ils ont une électricité largement moins chère que la nôtre. Le Nigeria, l'électricité, je vous donne l'exemple rapidement pour que vous compreniez. Le Nigeria, alors que le kilowattheure fait en Côte d'Ivoire 0,120 $ l'unité, au Nigeria, c'est 0,016 $. Ouais. L'énergie coûte 10 fois moins cher au Nigeria qu'en Côte d'Ivoire. Et ça c'est récent. Au niveau même, parce qu'il faut faire la part des choses dans la facturation. Il y a les ménages et il y a les entreprises. Et au niveau des ménages, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a les tarifs au niveau des ménages les plus bas, comparé donc dans la sous-région hein, de façon générale. Mais au niveau des entreprises, la Côte d'Ivoire a l'énergie la plus chère de la sous-région. Elle a l'énergie la plus chère. Je vous donne les chiffres. La Côte d'Ivoire est à 0,235 $ l'unité du kilowattheure. Et le Burkina et le Niger, pardon, le Nigeria, pendant ce temps, est 0,025 $. Ça veut dire que quoi? Que pour produire l'électricité, c'est le facteur de production le plus important. Ça veut dire que pour fabriquer une paire de chaussures en Côte d'Ivoire, vous partez déjà handicapé du fait que le coût de l'électricité est plus élevé, 10 fois plus élevé qu'au Nigeria. Même notre voisin des Ghanéens, sur ce plan, en ce qui concerne l'électricité des entreprises, ils sont la moitié, ils sont à moitié prix par rapport à nous. Nous sommes à 0,235 et ils sont à 0,107. Donc, dans une économie de compétition, si le facteur important, l'un des facteurs importants tels que l'énergie est élevé, vous convenez que vous ne pourrez pas faire la compétition. Et quand vous prenez ça au niveau mondial, vous regardez les pays comme la Malaisie. Logiquement, on devrait pouvoir être, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire dans son niveau de développement devrait se dire, bon, nous sommes plus ou moins au niveau de la Malaisie. Mais leur énergie, l'électricité est 10 fois moins chère que la nôtre. Donc, il y a fondamentalement quelque chose à faire à ce niveau-là. Et ça, c'était avant l'augmentation. Mais l'augmentation est liée à quoi? On nous dit donc que on a dit non, que nos factures qui sont passées ils ont fait 20%, mais chacun de nous a reçu sa facture. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait le calcul. Si c'est 20%, enfin, en ce qui concerne la mienne, elle a doublé. Elle a doublé. Elle est passée du simple au double. Et on croit que c'est de façon générale. Mais rassurez-vous, si le gouvernement, parmi les justificatifs, dit que c'est parce qu'il a fait chaud à un moment donné, que c'est parce que la chaleur était là, il a fait chaud, on a allumé suffisamment, comment on appelle, les climatiseurs et ainsi de suite, ok. Mais ceux qui sont au village, qui n'ont pas les climatiseurs, qu'est-ce qui explique alors pour eux leur augmentation? N'allez pas loin. Tout ce qui se passe aujourd'hui est lié à notre dette.
Le programme que le gouvernement a signé avec le FMI a mis un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditionnalités, il fallait supprimer donc la subvention de certains produits. Et on leur a demandé qu'il faut absolument relever le taux de la pression fiscale. C'est-à-dire qu'il faut maximiser au maximum les recettes fiscales. Alors qu'est-ce qu'ils font? Quand vous augmentez l'électricité de 20%, vous augmentez automatiquement votre TVA, les recettes de votre TVA de 20%. Puisque la TVA, elle assiste sur le chiffre d'affaires. Lorsque vous augmentez le chiffre d'affaires d'une proportion, c'est la même proportion que vous augmentez les recettes de la TVA. Donc, sans faire d'effort, alors qu'on attendait d'élargir plutôt l'assiette de façon horizontale, sans faire d'effort, c'est plutôt une augmentation, c'est-à-dire un élargissement à l'horizontale. C'est-à-dire on garde les mêmes chiffres, mais on augmente les tarifs et puis ça permet donc d'accroître les recettes fiscales. C'était la même chose qui avait justifié la fameuse des data il y a un an, où ils voulaient augmenter. Ils ont même voulu demander à la CIE de faire les facturations mensuellement. Oui. Parce que si vous faites mensuellement, évidemment, l'exigibilité de l'impôt, de la TVA et ainsi de suite est mensuelle. Si vous attendez chaque 2 mois, vous attendez 2 mois. Or, les obligations de recettes fiscales s'imposent sont qu'on n'a pas le choix, on est obligé donc de leur demander. Donc, les exigences sont telles, la pression est tellement forte qu'il n'y a pas d'autre solution que de demander à certains opérateurs de réduire les délais d'émission de leurs factures. Pour le moment, la CIE n'a pas cédé parce que ça va changer toute sa logistique. Sa logistique, c'est chaque 2 mois. Si vous voulez faire ça chaque mois, évidemment, ça pose un problème, ça soulève un autre problème. Donc, ils n'ont pas cédé. Mais les 2 mois là, en tout cas, nous allons baver parce que pendant ce temps, l'électricité va continuer d'augmenter. L'électricité va continuer d'augmenter. Et quand nous disons que c'est la mauvaise gouvernance qui nous a envoyé à cela, les gens pensent que nous faisons du procès d'intention ou alors une chasse aux sorcières où nous sommes tellement obsédés que nous ne voyons pas. Mais la réalité, elle est là. La réalité est là. Si les mêmes problèmes que nous avons connus avant 2012, avant le PPDE, si c'est les mêmes problèmes qui surgissent, ça veut dire que vous n'avez rien fait des acquis sortis donc de PPDE. C'est tout simple que ça. C'est tout simple que ça. Donc, nous sommes en train de recevoir en plein fouet, en plein visage, la politique d'endettement incontrôlée qui a été faite. Il faut rembourser. C'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la dette intérieure, en fait, ils appellent ça dette intérieure, mais les bons du trésor, il y a certains bons du trésor qui sont arrivés à échéance, qui devaient être payés, mais l'État n'a pas les moyens, a tout simplement demandé aux investisseurs institutionnels, c'est-à-dire qu'il y en a, on ne va pas citer leur nom, on les a obligés à prolonger donc leur souscription. C'est-à-dire, au lieu de vous donner l'argent, on dit non, attendez, votre échéance arrive, ajoutez 2 ans là-dessus, ajoutez 2 ans là-dessus. On vous oblige donc à faire la souscription. Nous sommes dans une situation extrêmement délicate et difficile. Et c'est ce que nous vivons au quotidien et c'est ce qui explique le coût de l'électricité qui va s'employer. Et comme je vous ai dit, quand l'électricité augmente au niveau des entreprises, mais la conséquence au niveau donc, du coût de la vie, de la production, les produits de consommation, automatiquement ça augmente. Ça augmente. Si moi je suis spécialisé à compter les logements, vous augmentez ma facture, mais je vais augmenter mes logements aussi. Je n'ai pas le choix. Donc on a installé le problème. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, dans ses engagements, a fait de l'électricité une bataille. C'est une bataille qu'on doit gagner. Et pour la gagner, il faut que nous reprenions la politique de l'énergie conformément à notre vision à la fois souverainiste et panafricaniste. Chers amis, nous sommes en train d'aller vers une étape
le monde est en train de se faire une reconfiguration du monde se dessine devant nous. Mais elle aura forcément des incidences sur notre vie. Elle aura forcément des incidences sur notre vie. Ça suppose qu'une politique d'énergie, elle doit s'inscrire, elle doit s'organiser, elle doit s'articuler en fonction de notre vision, en tenant compte de ces exigences-là. Par exemple, nous pensons qu'il n'est pas possible de continuer à travailler sans qu'il y ait, par exemple, dans ce pays-là, des stocks de sécurité énergétique, notamment au niveau du pétrole. Ce n'est pas possible. Parce que la crise de l'Ukraine, rassurez-vous, telle qu'elle est faite, elle ne va pas finir demain. Ça, rassurez-vous. Parce que les Occidentaux veulent que la Russie tombe. La Russie n'a pas envie de tomber. Eh bien, évidemment, ça va perturber le système économique encore pour longtemps. Et ce n'est pas la dernière crise. Vous savez ce qui se déroule aujourd'hui au niveau des villes de Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Le monde se réorganise. On ne peut plus diriger le monde à le paradigme de 1090. Donc nous-mêmes, notre politique énergétique, il faut qu'elle soit adaptée à cela. Elle doit être également, elle doit tenir compte de ce que la nature nous a offert. Il faut que nous formions aujourd'hui les leaders de demain à la politique, une politique énergétique qui tient compte de ce que la nature nous donne, nous offre. C'est vrai qu'on a du pétrole ici, mais vous savez dans quelles conditions on n'a pas le pétrole. À peine 10% nous revient. On ne peut pas continuer avec ça. Donc il y a tout ça qu'il faut revoir. Deuxièmement, il faut refaire le rapport. Il est important qu'on s'inscrive également dans une logique panafricaniste. Les problèmes d'énergie là, elles sont partout. Ils sont partout les mêmes. Il est important qu'à ce niveau-là, que nous puissions réfléchir dans le cadre donc, de la CEDEAO, à toi dans un cadre intégré, comment nous faisons une sorte de péréquation de nos efforts pour gérer les questions énergétiques, qui seront des questions géostratégiques majeures dans les prochaines années. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ce sont des enjeux géostratégiques majeurs. Et donc, la réorganisation de notre système de, comment on appelle, énergétique, production et autres, doit tenir compte de cette donne-là, du monde qui est en train de changer, et qu'on ne peut plus s'asseoir et dire, bon, nous avons fait des concessions, nous avons concédé ça avec privé. Les secteurs clés de notre économie doivent être redéfinis et réorganisés et remis dans les mains de l'État. Il n'y a pas d'autre solution. Le marché ne peut plus réguler cela. Les populations en souffrent, elles sont fatiguées du coup. Il est temps qu'on puisse les soulager. Quand on a fini de dire ça, on fait le lien pour passer au second point, qui est la météorologie. Mais pourquoi nous faisons ce lien? Parce que dans la réalité, qui parmi vous, autant nous sommes assis et que nous écoutez, a un contrôle sur son compteur de courant? C'est EC. Honnêtement, qui a un contrôle là-dessus? Un matin, tu te dis, bon, tu es passé à, tu as construit 500 MW. Entre deux compteurs, l'un peut tourner plus vite, consommer plus vite que l'autre. On n'a aucun moyen. Mais pourquoi on n'a pas de moyen? Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, depuis que j'aborde le second projet, qui est la question de la cherté de vie avec la météorologie, depuis 1962, ce pays, comme était un pays qui a eu beaucoup, qui avait de l'ambition, qui était organisé. Depuis 1962, la Côte d'Ivoire a une politique de météorologie. Mais la météorologie, c'est la science des mesures. C'est-à-dire qu'il faut mesurer les sciences des mesures. C'est-à-dire qui permet de savoir que quand vous allez prendre 1 litre d'essence à la station, c'est vraiment 1 litre qu'on a mis dans votre voiture.
Quand on dit que vous avez consommé 1 kWh, on vous a facturé 1 kWh, il faut que ce soit sûr que ce soit vraiment 1 kWh qu'on vous a facturé. Or, à ce niveau, nous avons un problème. Le premier problème pour finir l'électricité, c'est que le ministère du Commerce, qui a la science et la technicité pour faire ce contrôle, n'a pas de main sur les compteurs d'électricité et les compteurs d'eau. Il n'y en a pas. Ils n'ont pas de main là-dessus. Or, ils sont censés, le gouvernement est censé, chaque année, chaque fois qu'on envoie un instrument de mesure qui arrive nouvellement, ils sont censés savoir est-ce que cet instrument de mesure rentre dans les données légales de la Côte d'Ivoire, est-ce que cet instrument de mesure-là correspond aux instruments de mesure en Côte d'Ivoire, aux unités de mesure. Deuxièmement, est-ce que lorsqu'on les met en application, il n'est pas avarié, il n'y a pas de risque d'avarie là-dessus. Sur ce point, c'est une question tellement importante que lui et moi a été obligé de demander au pays d'organiser la météorologie dans leur pays. On peut vous dire, on a subventionné le pain. Le pain c'est 230 francs. Le pain fait 230 grammes. Honnêtement. Les baguettes de pain. Qui est convaincu qu'une baguette fait 230 grammes réellement? Qui peut dire le croissant qui est sorti de telle pâtisserie ou de telle boulangerie a le même volume et le même poids que tel autre croissant fait de telle autre boulangerie? Seul le ministère de la Construction, le ministère donc, du Commerce a cette compétence-là pour faire la météorologie. Elle opère de trois façons. Il y en a plusieurs. Non, on va parler de la météorologie légale, c'est-à-dire ce qui se fait conformément à la loi. Il y a d'autres techniques, météorologie scientifique et tout de suite, on ne va pas rentrer dedans. Lorsque, je vous donne un exemple, lorsque la CE a envoyé les cartes prépayées, mais personne n'a vérifié, encore le gouvernement n'a pas été capable de vérifier est-ce que ces cartes prépayées là, dans leur consommation, s'alignaient sur la consommation, sur le système qui avait été mis, qui existait. On a mis en circulation comme ça. C'est la même chose même nos téléphones. On dit bon, tu as chargé 10 000 francs de recharge. Un matin, on dit c'est fini. C'est fini, c'est fini. Mais c'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. C'est tout ça qui participe de la cherté de la vie. Et donc, comme ce pays-là a une particularité, depuis que ce régime est arrivé, le contrôle était fait par le ministère de la Construction, du Commerce. Et en 2019, il décide de concéder ce travail-là, de faire une concession avec une société qu'il appelle Système Côte d'Ivoire Météorologie, fondée par un ancien ministre du Commerce, du temps glorieux de la rébellion. Et c'est à lui qu'on a concédé ce travail-là. C'est à lui de se promener pour contrôler les mesures, les instruments de mesure, y compris les balances dans les marchés, les bascules, les pompes à essence, le boutiquier qui fait l'huile là en détail, tout ça, on lui a concédé ça. Mais quelqu'un qui n'a pas ni la technicité, il n'a pas le personnel qu'il faut, c'est-à-dire qu'on arrache ça des mains d'une structure de l'État, on donne à un privé, de sorte que, chers amis, depuis 2019, il n'y a plus de contrôle
sur les instruments de mesure en Côte d'Ivoire. Parce qu'à peine il a commencé, il a eu des problèmes avec les pétroliers. Parce que là où l'État faisait le contrôle et fixait ce contrôle à 10 000 francs, lui, il est facturé ça à 120 000 par contre. Et les pétroliers disent, on ne veut pas. Il y a une crise désolée. Et l'État n'a pas pu réagir. L'État n'a pas réagi. Donc aujourd'hui, même les prix pour lesquels ils ont plafonné, pour lesquels ils disent avoir plafonné les coûts, la question de la quantité et la qualité des produits servis pose problème. Ça pose problème. Depuis 2019, donc, nous sommes dans un pays où les instruments de contrôle ne le sont pas. C'est pourquoi vous verrez que la CIE peut se trouver avec des factures du jour au lendemain augmentées, triplées, doublées, parce qu'il n'y a plus d'instruments de contrôle. Mais à quoi ça sert? Parce qu'une concession, quand on la fait, c'est pour améliorer la qualité des services. Mais si vous faites une concession et que finalement elle vous dessert, pourquoi vous la faites la concession? Pourquoi vous maintenez cette concession-là? Je ne sais pas si le chef de l'État est au courant, mais ici, on informe que dans ce pays-là, les instruments de contrôle ne font plus l'objet de contrôle. Les instruments de mesure ne font plus l'objet de contrôle. Donc, votre sac de riz de 25 kg, on ne sait pas ce que ce soit 25 kg. Bon, on l'EPEX. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Comment le gouvernement a démissionné et les gens défendent de mettre devant les problèmes. Donc, ça ne sert à rien de dire nous avons plafonné les prix, mais si vous plafonnez les prix et qu'on diminue les quantités, bon, ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Donc, en plus des facteurs que nous connaissons, la cherté de la vie, la question du manque de contrôle est un problème. L'autre point, c'est sur la cherté de la vie, c'est le plafonnement des prix. Voyez-vous, il y a plusieurs façons d'aider les populations. Le gouvernement a pris plusieurs lois, hein, même les dernières lois, c'est de 2024, je crois, un décret pour élargir les champs d'application des produits qui sont, dont le prix est fixé, on appelle produits sous contrôle. Bon, là, c'est ce que nous on consomme la bourse, c'est-à-dire, par exemple, le riz, c'est Maloussou et puis Demi-Cacha seulement qui est plafonné. Mais la limite des plafonds, à la différence des subventions, la limite des plafonds, c'est quoi? C'est que si vous dites, j'ai fixé, moi, le prix du riz, je l'ai fixé le stade de 25 kg à 14 000 en Côte d'Ivoire. Mais il faut que vous soyez sûr que vous le produisez en Côte d'Ivoire. Parce que celui qui l'importe, lui, il a acheté ça à 16 000. Quand il arrive, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes obligé, donc, de lui négocier. Vous n'allez pas l'obliger à vendre à perte. Autrement, vous tombez dans le cas de la subvention. Donc, vous lui dites, OK, on va négocier. Et puis, au lieu que vous le fassiez, si votre marge bénéficiaire était de 2 000 francs par sac, on va le ramener, on en va à 1 000 francs par sac. Mais entre-temps, le sac était à 14 000, parce que lui l'achetait à 16 000. Même si vous avez négocié et que vous avez mis une marge de 1 000 francs, finalement, le sac est vendu à 17 000. Là où il était vendu quelques mois avant à 14 000. Donc,
le plafonnement des prix ne marche que dans un contexte où l'État a un contrôle sur la production. Mais si le marché détermine le prix à l'étranger ou d'ailleurs, un marché lequel tu ne contrôles pas, quand il arrive, le plafonnement des prix n'a aucun effet. Le plafonnement des prix n'a aucun effet. C'est pourquoi vous verrez les pays sérieux, ils ne font pas de plafonnement de prix, ils font la subvention. Quand vous voyez les paysans européens se battre, ils sont allés déposer les camions pour obtenir des voies et ainsi de suite, c'est parce que chaque année, l'Union européenne leur verse des chèques en termes de subvention pour maintenir le coût des produits agricoles dans une limite qui ne puisse pas faire trop de mal aux populations. Mais nous, on ne peut plus. Toutes les subventions, d'ailleurs, on nous demande de les enlever. Ceux qui nous restent. Dans les conditions, qu'est-ce qu'il nous reste encore? Chers amis ivoiriens, ce régime-là, il nous a totalement mis dans une sorte d'un chemin sans issue. Eux-mêmes, ils cherchent l'issue, ils ne trouvent pas. Eux-mêmes, ils cherchent l'issue, ils ne trouvent pas. On vit au quotidien, on survit, c'est-à-dire ils dirigent à coup. Ils dirigent par à coup. Et donc, que ce soit au niveau de l'électricité, que ce soit au niveau du contrôle même des produits, pour gérer les coûts, parce que dans un contexte de cherté de la vie, tous les facteurs doivent être exploités pour minimiser l'impact, ou du moins pour contenir cette cherté dans une certaine limite. Malheureusement, ici, faisant tout entre copains et copines et coquins, ben évidemment, nous arrivons à ce genre de résultats. Nous arrivons à ce genre de résultats. Alors, quand nous disons que 2025 est important, c'est une année importante, une échéance importante pour nous, voyez-vous, je reviens encore là-dessus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les défis qui s'annoncent à l'Afrique sont des défis énormes à partir, et qui ont commencé il y a 2 ans, hein, et qui vont aller de façon, qui vont aller crescendo. L'Afrique va être le théâtre de confrontation idéologique et géostratégique. Donc, la perception de la vie politique et économique doit changer totalement tenant compte de cela. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de techniciens. La Côte d'Ivoire a besoin d'un profil de leader qu'on ne trouve pas partout. Capable de dire non et d'avoir une vision qui tienne compte des réalités qui arrivent. Et je pense que nous, au PPACI, Dieu nous a donné ces leaders. Nous demandons aux Ivoiriens que l'année qui arrive, là, quand le président dit qu'il veut mettre les leviers et les cours pour visser, mais c'est vrai, ce n'est pas seulement caricatural, ce n'est pas anecdotique. C'est lié à ce qui se dessine. Il nous faudra un homme fort, qui a une vision, et capable de résister et de réorienter les choses, d'analyser les nouveaux paradigmes et d'adapter ta politique, toute ta politique autour de ces nouveaux paradigmes.
PPACI, nous avons cet homme. C'est pourquoi la candidature du président Laurent Gbagbo est une affaire, doit être érigée en affaire, en priorité pour tous les Ivoiriens. En priorité pour tous les Ivoiriens. Nous arrivons à une étape où il faut avoir un chef qui est capable de lever la tête et dire « Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voici ce qui est bon pour mon peuple. » Malheureusement, en Côte d'Ivoire, sur l'échiquier, je dis malheureusement, mais heureusement pour nous, il n'y en a pas beaucoup. Et le seul qui reste, il est chez nous. Le seul capable de dire, il est chez nous. Ce n'est pas la propagande, c'est quand on a fini de faire se décliner, on a fait ce tableau tel qui se dessine, on est obligé d'arriver à cette conclusion. Chers amis, notre pays, je le répète, va mal. Et ce n'est pas en le disant, j'entends des gens dire non, bon, vous dites ça parce que vous êtes dans l'opposition. Mais en fait, ce n'est pas parce que si j'ai faim là, est-ce que j'ai faim, c'est parce que je suis opposant que j'ai faim. Si vous m'envoyez des factures que je ne peux pas payer, est-ce que c'est parce que je suis un opposant que mes factures sont plus chères? C'est la gouvernance. C'est la gouvernance. Il faut revoir la gouvernance parce que la gouvernance oligarchique telle que nous voyons là, elle a atteint ses limites et nous sommes en train de payer le prix le plus lourd. Et nous n'en sommes pas prêts de sortir. Alors, chers amis qui nous écoutez, qui comprenez les enjeux, nous avons besoin que notre message soit écouté et compris et qu'une mobilisation s'organise pour sauver la Côte d'Ivoire parce que la pente sur laquelle qu'elle aborde est une pente glissante et ce n'est pas fait pour les ministres fruités. Merci. Merci d'être venu. Merci de l'avoir écouté. Voilà le message que je vais vous dire. Voici le contexte aujourd'hui, la tribune, le 6e numéro de la tribune. La Côte d'Ivoire a besoin de leadership, d'un nouveau leadership caricatural, ce qu'on a brimé en 2002. Ce leadership doit se remettre pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.